rassemblez-vous. C'est arrivé. Le 11 septembre 1997, 4 ans avant que cette date ne prenne un tout autre sens. Un jeudi soir dans le désert. Art Bell, installé dans son mobile home à Pahrump, Nevada, à 100 km à l'ouest de Vegas, diffusait Coast to Coast AM à des millions d'insomniaques à travers le pays. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez déjà Art Bell, l'une de nos plus grandes inspirations. Ce soir-là, Art a ouvert sa ligne spéciale Zone 51, réservée aux employés du gouvernement voulant révéler des secrets, sans filtrage, sans identification de l'appelant et sans question sur votre identité. Vous appeliez et, si vous passiez, vous parliez en direct à des millions de personnes sans jamais qu'elles connaissent votre nom. La majorité des appelants de la zone 51 étaient calmes et préparés, rédigeant leurs déclarations sur des projets secrets et des installations souterraines. Les appels étaient fascinants, mais maîtrisés. Cet interlocuteur était différent. Il ne lisait pas de notes, il hyperventilait, il pleurait, suppliant Art Bell de le croire avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, en plein milieu de sa phrase, la ligne a été coupée. Mais ce n'était pas que l'appel qui s'est interrompu. La plupart des interlocuteurs de Coast to Coast AM étaient un peu calmes, avaient répété leurs histoires et organisé leurs pensées pour paraître crédibles à la radio nationale. Ils voulaient être pris au sérieux. Cet homme, en hyperventilation, avait la voix qui se brisait en tentant de parler entre deux allaitements. C'était un ancien employé de la zone 51, et il était en fuite. Vous y étiez employé ou vous l'êtes encore? Je suis un ancien employé. Un ancien employé. J'ai été licencié pour raison médicale il y a environ une semaine et je suis un peu en cavale à travers le pays depuis. Mec, je ne sais pas par où commencer. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Ils allaient bientôt retrouver sa position, qui qu'il soit. Il ne s'adressait pas au public, mais à Art Bell, comme à une bouée de sauvetage, persuadé qu'il serait le seul à le croire avant qu'il ne soit trop tard. Puis il a lâché une bombe. D'accord, ce que nous prenons pour des extraterrestres. Oh, ce sont des êtres extradimensionnels avec lesquels un précurseur du programme spatial est entré en contact. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Les extraterrestres, disait-il, avaient menti sur tout. Le gouvernement ne contrôlait pas la situation. Les entités ne venaient pas de Mars ou d'un système solaire lointain. Elles étaient extradimensionnelles. Elles venaient d'un autre plan de réalité et avaient infiltré les plus hauts niveaux de l'appareil militaire. La peur de l'interlocuteur était contagieuse. On pouvait la percevoir à travers la ligne téléphonique, mêlée au grésillement. Ce n'était pas du divertissement, c'était un homme qui croyait qu'il allait mourir. Il a averti Art des catastrophes à venir. Le gouvernement savait ce qui allait arriver. Il se préparait à évacuer les gens des grandes villes, mais pas pour les sauver. Il voulait détruire les grands centres de population. Art a tenté de le calmer, de le faire parler plus lentement et de s'expliquer. Mais l'interlocuteur avait perdu toute raison. Il avait vu quelque chose qui l'avait brisé. Et il était en plein milieu d'une phrase quand la ligne a été coupée. L'interlocuteur a été coupé en plein milieu d'un mot. Un instant il parlait, puis plus rien. Silence. Non seulement l'appel a été interrompu, mais toute l'émission d'Art Bell a cessé d'émettre. Coast to Coast AM était diffusé par liaison satellite. Le signal partait de la caravane d'Art à Pahrump jusqu'à un transpondeur sur GE-1, un satellite de communication construit par GE Americom, stationné en orbite géostationnaire à 22 300 miles au-dessus de l'équateur. Il rebondissait ensuite vers les stations terrestres du réseau, qui diffusaient le signal à plus de 500 stations affiliées dans tout le pays. Le système était solide, professionnel, construit avec des redondances. Il ne tombait presque jamais en panne. Art était à l'antenne depuis des années, sans aucune coupure technique majeure. Le système était conçu pour continuer à fonctionner malgré les tempêtes, les pannes d'équipement et presque tout le reste. Au moment où l'appelant allait révéler quelque chose, la liaison satellite a été coupée. À travers l'Amérique, des millions de radios se sont tues. Le signal a tout simplement disparu. Art s'est précipité dans son studio, vérifiant les moniteurs pour comprendre la disparition du signal porteur. Il a utilisé les lignes de secours pour appeler le réseau. Eux aussi paniqués. La station avait perdu contact avec le satellite, sans explication de l'équipe technique. Une coupure aussi soudaine et totale signifiait soit une énorme surtension, soit un signal de brouillage ciblé. Quelque chose avait atteint l'espace et coupé la connexion.
Hart a finalement repris l'antenne, et il était bouleversé. Le timing était trop parfait, trop précis. L'homme allait dire quelque chose de vraiment précis quand, soudain, quelqu'un ou quelque chose a tout coupé. Ce n'était ni un type dans un sous-sol avec un brouilleur, ni une tempête soudaine. On ne désactive pas un transpondeur de satellite géostationnaire par accident. Un matériel sérieux est nécessaire, ainsi qu'une personne connaissant la fréquence montante, l'empreinte du faisceau et disposant de la puissance pour la submerger. En fait, on ne voulait pas qu'il finisse cette phrase. L'incident de l'appelant affolé est devenu l'un des moments les plus glaçants de l'histoire de la radio, et il s'est répandu comme les choses se répandaient en 1997. Lentement, grâce au bouche à oreille, à l'échange de cassettes et au premier forum internet. Il n'y avait ni YouTube, ni Reddit, ni réseaux sociaux. Les gens enregistraient l'émission sur cassette et l'envoyaient à leurs amis par la poste. Ils en discutaient sur Usenet et les premiers forums de Coast to Coast AM. L'audio circulait parmi de vrais croyants, traités comme de la contrebande. Des infos interdites passaient de main en main. Le public d'Art Bell, fidèle et passionné, enregistrait et classait chaque émission. En quelques semaines, la bande de l'appelant paniqué est devenue l'extrait audio le plus demandé de l'histoire de Coast to Coast. Les gens l'écoutaient des centaines de fois, analysant chaque mot, souffle et silence avant la disparition du signal. Quelques semaines après l'incident, un homme a appelé Coast to Coast AM en affirmant être l'interlocuteur d'origine. Il a affirmé que c'était un canular, qu'il était un acteur qui s'était laissé emporter par sa performance et qu'il voulait rétablir la vérité. Le public n'y a pas cru. Le second appelant avait une voix différente, similaire à la première, mais distincte. Le rythme n'était pas le bon. L'appelant original hyperventilé, sanglotait et parlait par fragments, incapable de reprendre son souffle. Le deuxième appelant était calme et posé. Il riait au bon moment. On aurait dit qu'il lisait un script. Les auditeurs fidèles, qui avaient beaucoup écouté la bande originale, l'ont immédiatement remarqué. Son ton était légèrement faux. Les tics vocaux différaient. La terreur animale du premier appel s'était dissipée. Hart semblait peu convaincu. Il a laissé le second appelant parler sans insister ni valider l'explication, puis il est passé à autre chose. Le public l'a pris comme un signal. Ça ressemblait à de la gestion de crise. Les théories abondent. Le gouvernement aurait retrouvé l'homme et l'aurait forcé à se rétracter ou trouvé un substitut crédible. Peut-être n'a-t-il jamais retrouvé l'appelant. Peut-être a-t-il été repéré par triangulation, comme il le redoutait. Peut-être que le second appelant était un agent du renseignement militaire chargé de étouffer l'affaire avant qu'elle ne se répande hors des réseaux de cassettes. Mais la panne du satellite, c'est la partie qui ne peut pas être expliquée. On peut imiter une voix, écrire un faux script, engager un acteur pour appeler une émission et simuler la peur. Impossible de simuler la panne d'un satellite à 35 000 km de la Terre. Impossible de simuler une station terrestre perdant la connexion lors d'une révélation. Ça, c'est un vrai pouvoir. Ça demande des infrastructures. Il faut quelqu'un qui écoutait et qui avait la capacité d'atteindre l'espace et de mettre fin à la conversation. L'incident a changé le paysage de la radiodiffusion paranormale. Cela a prouvé que la radio de fin de soirée pouvait produire des moments qui semblaient vraiment dangereux, pas scénarisés, pas sûrs, pas du divertissement. Toutes les émissions paranormales et podcasts conspirationnistes, ainsi que les diffusions nocturnes sur l'étrange et l'inexpliqué, existent dans l'ombre du studio d'Art Bell à Pahrump. Et l'appelant affolé est le moment qui a tout scellé, le moment où le public a vraiment cru, que quelqu'un de puissant écoutait la même émission qu'eux. Art Bell a continué. Il a animé Coast to Coast pendant encore 6 ans avant sa première retraite en 2003. Il est revenu, il revenait toujours. Il est mort en 2018, dans cette même caravane à Pahrump, entouré de son matériel, son émetteur toujours debout à côté. L'émission continue sans lui. L'appelant a alerté sur des êtres extradimensionnels dans le gouvernement, annonçant des catastrophes planifiées et la réduction de la population. En 1997, cela paraissait un fantasme paranoïaque. Aujourd'hui, ces avertissements traversent les décennies de théories du complot et s'amplifient avec la perte de confiance dans les institutions. Peut-être était-il fou ou simplement un acteur tombé pile au bon moment. Peut-être que la panne du satellite était une simple coïncidence, un bug sur 1 milliard, survenu au pire moment. Ou alors, quelqu'un écoutait et n'a pas aimé ce qu'il a entendu. Une personne a tendu la main vers le ciel et coupé la connexion avant que l'appelant parle trop. L'enregistrement audio est toujours disponible, vous pouvez tout écouter dès maintenant. La peur dans sa voix est authentique, ou c'est la meilleure performance radio jamais réalisée. À 35 000 km au-dessus de la Terre,
Un satellite déjà tombé en panne pourrait échouer de nouveau. La prochaine fois que votre appel ou connexion internet coupe sans raison, ne partez pas du principe que c'est un bug. Supposez que quelqu'un écoute. Rassemblez-vous, c'est arrivé. Désert du Mojave, en Californie, en 1997, à 24 km de la route goudronnée la plus proche, au bout d'un chemin chaotique impraticable pour la plupart des véhicules. Là se dressait une cabine téléphonique. Une cabine Pacific Bell standard, mur en verre, tablette en métal, annuaire suspendu, tonalité fonctionnelle. Elle était là depuis des décennies, personne ne se souvient exactement pourquoi. La mine était fermée depuis des années et les ouvriers partis depuis longtemps. Mais Pacific Bell continuait à payer l'électricité. La ligne restait active. La cabine restait là, dans le vide, à attendre. Puis un homme nommé Godfrey Doc Daniels a trouvé le numéro. Il a lu ça dans un fanzine punk. Un gars à Los Angeles avait repéré une petite icône de téléphone sur la carte et avait fait le trajet pour la trouver. Quelque chose dans cette histoire est resté gravé dans l'esprit de Daniels. Une cabine téléphonique au milieu de nulle part. Un numéro fonctionnel que personne n'appelait jamais. Il appelait quotidiennement, enregistrait chaque appel avec la date et l'heure, laissait sonner, puis raccrochait. Il a collé un post-it sur le miroir de sa salle de bain. Tu as pensé à appeler la cabine du désert du Mojave aujourd'hui ? Il demandait à tous ses visiteurs d'appeler le numéro. Une demi-heure d'enregistrement. Rien que la sonnerie et le son de ses amis laissant des messages dans le vide. Puis, moins d'un mois après, le 20 juin, il a eu une tonalité d'occupation. Quelqu'un utilisait le téléphone. Il a appuyé sur la touche de rappel, encore et encore, jusqu'à ce que la ligne recommence à sonner. Une femme a répondu. Elle s'appelait Lorraine. Elle habitait près de l'ancienne mine. Elle n'avait pas de téléphone chez elle, alors elle allait à pied jusqu'à la cabine. Daniels a créé un site web à ce sujet. Il a publié le numéro 760-733-9969, ainsi qu'un simple défi. Appelez-le. Voyez si quelqu'un répond. Internet s'est passionné pour cette histoire. Des gens ont commencé à appeler du monde entier, Londres, Tokyo, Sao Paulo. Le téléphone sonnait sans arrêt dans le désert vide, jour et nuit. Puis les gens ont commencé à faire le voyage. Ils voulaient être à l'autre bout. Ils voulaient répondre au téléphone. Et ce qu'ils ont découvert là-bas les a changés à jamais. Des gens du monde entier appelaient la cabine téléphonique du Mojave, qui sonnait sans cesse dans le désert, jour et nuit. Finalement, certains ont voyagé pour décrocher. Ils roulaient des heures sur l'autoroute, puis empruntaient une piste de terre de 24 km, secouant leur voiture et couvrant tout de poussière. Ils ont atteint une cabine téléphonique isolée dans un paysage désertique, semblable à une autre planète. Les vitres étaient criblées de balles, l'annuaire manquait et des graffitis recouvraient tout. Des noms, des dates, des messages de personnes qui avaient fait le voyage. Et ils ont attendu. Quand le téléphone a sonné, le bruit a retenti brutalement. Dans le silence total du désert, sans circulation, sans voix ni le moindre bourdonnement, la sonnerie était presque violente et impossible à ignorer. C'est étrange. Ça y est. Désert du Mojave. C'est ici. Bien, merci. Les gens décrochaient et se retrouvaient à parler à des inconnus venant de l'autre bout du monde. Il y a donc un téléphone moderne à touche là-bas? Oui, il y en a un. Et personne ne l'a arraché ou détruit? Non, et il sonne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des appels venant du monde entier. J'ai parlé à la Suisse, j'ai parlé à l'Australie, à l'Afrique, bien sûr. J'ai parlé au Kansas, à Milwaukee, au Wisconsin. Ouais. Les discussions étaient étranges et intimes. Quelque chose dans l'isolement poussait les gens à s'ouvrir. Ils révélaient des secrets. Ils confessaient des choses qu'ils n'avaient jamais dites à voix haute. Ils parlaient à la cabine comme à un prêtre, de façon anonyme et sans jugement. Le New York Times en a parlé en mai 1998. Ça a tout changé. Des documentaires sont venus, des musiciens ont composé des chansons, la cabine a eu ses sites de fans et sa propre mythologie. Des gens ont campé à côté plusieurs jours, attendant l'appel suivant et parlant à ceux qui appelaient. C'était en 1997, 1998, 1999. À l'époque des débuts d'Internet, le web semblait permettre des événements inattendus, comme une cabine téléphonique dans le désert devenant célèbre car assez de gens l'avaient décidé. Mais ces appels téléphoniques avaient aussi une autre particularité.
pas toujours amicaux. Des campeurs près de la cabine ont signalé des phénomènes étranges. Tous les appels n'étaient pas dus à des inconnus curieux ou passionnés. Certains appels n'étaient que des grésillements, un bourdonnement électrique rappelant le vent du désert dans les fils. D'autres étaient des voix brouillées, des mots qui ne formaient rien de compréhensible, des sons qui pouvaient être humains ou peut-être pas. Un campeur a répondu à un appel à 3 heures du matin. Le désert était d'un noir absolu. Pas de lune, aucune lumière artificielle à des kilomètres à la ronde, seulement les étoiles et le silence. Il a décroché le combiné. Une voix a chuchoté « Je te vois ». Il a regardé autour de lui. Rien. L'obscurité dans toutes les directions. Pas de voiture, pas de lampe de poche, aucun mouvement. Il était seul. Il a raccroché. Le téléphone a sonné de nouveau. Même voix, même chuchotement. « Je te vois ». Il n'a pas répondu la 3e fois. Il est monté dans sa voiture et a parcouru 25 km de route de terre dans le noir. Pendant tout le trajet, il n'a pas pu se débarrasser de l'impression que quelque chose l'observait depuis les collines. D'autres visiteurs ont signalé la même chose. Des appels étranges. Des voix qui ne semblaient pas tout à fait humaines. La sensation d'être observé dans un endroit où personne n'aurait dû vous observer. Certains ont vu des lumières dans le ciel au-dessus de la cabine, ni des avions, ni des satellites, autre chose. Certains ont senti des vibrations au sol quand le téléphone sonnait, comme si la cabine était connectée sous le désert. La cabine attirait des croyants, persuadés qu'elle servait de portail ou d'antenne, attirant l'attention d'entités non humaines. Elle attirait aussi des sceptiques venus pour prouver que les histoires étaient fausses, mais qui repartaient avec un sentiment de malaise. Elle attirait ceux voulant décrocher un téléphone au milieu de nulle part pour prouver qu'une connexion restait possible, même dans l'endroit le plus isolé de la Terre. Pendant 3 ans, la cabine téléphonique du désert du Mojave a sonné. Le 17 mai 2000, Pacific Bell a envoyé une équipe dans le désert. Ils ont démonté la cabine, arraché la dalle de béton et déconnecté la ligne. Selon la politique de l'entreprise, le numéro a été mis hors service. Un porte-parole de Pacific Bell a confirmé les craintes des fans. Ils n'avaient pas seulement supprimé la cabine. Ils l'ont détruite officiellement à cause des dégâts environnementaux. Trop de visiteurs quittèrent les routes, dégradèrent le désert et laissaient des déchets dans la réserve nationale de Mojave. Mais il y avait autre chose. Le directeur de la réserve avait interpellé Pac Bell sur d'anciens frais de servitude liés au terrain de la cabine. Des frais impayés depuis des années, voire des décennies. Pacific Bell n'a rien dit, ils ont juste coupé la ligne. Le numéro 760-733-9969 a été désactivé. Une stèle funéraire, posée comme mémorial pour un ami décédé, a été installée sur le site. Le service des parcs nationaux l'a aussi retirée. Pourtant, les gens viennent toujours. Ils parcourent les 24 km de piste, se garent dans le sable et se tiennent là où la cabine était autrefois. Il n'y a plus rien maintenant, juste des broussailles et le faible contour de l'endroit où il y avait du béton autrefois. Et le désert est déjà en train de le reprendre. Les visiteurs entendent une sonnerie fantôme, un faible bruit électronique qui s'élève du sol du désert, venant de nulle part, flottant à travers le vide. Ceux qui l'entendent assurent que c'est réel. On dirait que la cabine est toujours là, enterrée sous le sable, encore connectée à quelque chose, attendant toujours que quelqu'un réponde. En 2013, un bidouilleur téléphonique nommé Lucky 225 a récupéré l'ancien numéro grâce à un fournisseur de voix sur IP. Il l'a configuré pour que les appelants accèdent à une ligne de conférence, des inconnus parlant entre eux, comme autrefois. La cabine avait disparu, mais le numéro existait toujours. Doug Daniels a mis 10 ans à écrire Adventures with the Mojave Phone Booth, publié en 2018 grâce à une campagne Kickstarter. Snap Judgment de NPR y a consacré un reportage. Le podcast 99% Invisible lui a dédié un épisode. Le romancier J.G. Ballard a qualifié la cabine d'objet talismanique, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir d'importance, mais qui en avait pour des raisons que personne ne pouvait vraiment expliquer. Des milliers de personnes ont conduit pendant des heures dans le désert juste pour parler à des inconnus. Ils confiaient des secrets à une cabine téléphonique au milieu de nulle part parce que c'était plus sûr que de les dire à quelqu'un qu'ils connaissaient réellement. La cabine était un équipement oublié, un vestige de 1948, que personne n'avait pris la peine de déconnecter, un poste de secours pour une mine abandonnée. Le désert est silencieux maintenant, le béton a disparu, le confessionnal est fermé. Mais quelque part sous le sable, il y a quelque chose qui attend toujours un signal.
Rassemblez-vous, cela s'est passé en octobre 1996. Les montagnes Cascades dans l'état de Washington. Le docteur Jonathan Reed faisait une randonnée avec son Golden Retriever, Suzy, profitant d'un après-midi d'automne frais dans les bois. Reed était psychologue en cabinet privé, un homme instruit, pas du genre à inventer des histoires d'extraterrestres. Les bois étaient calmes, trop calmes. Puis Suzy aboya et courut dans les broussailles devant lui. Reed entendit du remue-ménage, un bourdonnement sourd, puis un jappement, le cri d'un animal souffrant. Il prit une branche et courut vers le bruit, puis entra dans une clairière et s'arrêta. Un engin noir en forme de triangle flottait silencieusement au-dessus du sol, et en dessous se tenait une créature, petite et grise, qui tenait ce qui restait de son chien. La créature se déplaça à une vitesse folle. Elle attrapa Suzy par la mâchoire et, d'un geste plus rapide que l'œil de Reed, lui écrasa le crâne. La chienne n'est pas juste morte, elle est devenue poudre, os et tissus réduits en poussière en secondes. Reed n'a pas réfléchi et a frappé de toutes ses forces avec la branche. Le choc fut violent. La créature s'effondra, immobile sur le sol de la forêt. Le bourdonnement cessa, les bois devinrent silencieux. C'était lourd et oppressant, avec le silence qui suit la violence. Reed se tenait au-dessus du corps, respirant fort, essayant de comprendre ce qu'il regardait. Ce n'était pas humain. La créature mesurait environ 1,20 m, avait la peau grisâtre et de grands yeux sombres en forme d'amande. Le corps semblait biologique, mais aussi synthétique, comme un tissu vivant tendu sur une machine, une combinaison faite de chair, ou de la chair conçue pour ressembler à une combinaison. Reed a vomi. Il venait de tuer un extraterrestre. Il venait de tuer un être intelligent ayant traversé l'espace ou des dimensions pour mourir dans une clairière de l'État de Washington, tué par un homme avec une branche. Il réalisa qu'il lui fallait des preuves. Il ne pouvait laisser le corps, de peur qu'il disparaisse, qu'on le trouve, ou qu'il revienne le lendemain en se persuadant que rien de tout ça ne s'était produit. Il devait l'emporter avec lui. Reed a enveloppé la créature dans une couverture de survie de son sac. Elle était plus lourde que prévu et dégageait une étrange odeur chimique. L'odeur lui rappelait l'ozone mêlé au soufre. Il l'a portée à sa voiture, l'a chargée à l'arrière, puis est rentré chez lui. Il ne pouvait pas appeler la police, il ne pouvait pas appeler un hôpital, il ne pouvait en parler à personne sans passer pour un fou. Il a fait la seule chose logique, mettre l'extraterrestre dans son congélateur coffre, derrière les légumes surgelés, puis refermer le couvercle. Reed a tout documenté. Il a photographié la créature sous tous les angles. Il a enregistré des vidéos. Ces vidéos comptent parmi les preuves d'extraterrestres les plus étudiées. Dans les vidéos, les yeux de la créature sont ouverts. Ils sont humides. Ils reflètent la lumière et ils clignent des yeux. Il n'était pas mort. Il était en train de guérir. Reed l'a entendu crier depuis l'intérieur du congélateur. Mais le cri était télépathique, un son qui ne passait pas par ses oreilles et transperçait directement son esprit. Cela le réveillait la nuit et le suivait le jour. En fait, c'était un cri aigu et déchirant qui ressemblait à un dauphin souffrant. Il a également trouvé un objet sur le site du crash, un bracelet noir qu'il appelait le lien. Quand il le portait, il pouvait percevoir les pensées de la créature. Il ressentait sa rage, sa peur, ses tentatives désespérées de rejoindre d'autres de son espèce. C'était comme si le bracelet le liait à l'entité d'une façon qu'il ne comprenait ni ne contrôlait. En quelques semaines, des hommes en tenue tactique et équipés de matériel militaire se sont présentés chez Reed, sans porter les costumes des célèbres hommes en noir. Ils portèrent des armes, le genre d'équipement que l'on ne voit pas en dehors d'une zone de combat. Ils ont fait une descente chez lui, ils ont tué des personnes qui avaient vu les preuves. Ils ont brûlé ses dossiers, ses photographies et ses sauvegardes. Reed s'est enfui. Il affirme que le gouvernement a effacé son identité ainsi que ses dossiers universitaires, licences et actes de naissance. Il est devenu un fantôme, un homme sans existence officielle, se cachant de ceux qui voulaient le tuer ou le réduire au silence. Ici Coast to Coast AM, je suis Art Bell et ce soir vous allez avoir ce que vous attendiez. Une rencontre avec un extraterrestre que le docteur Jonathan Reed a eu il y a environ 2 ans. Et vous allez entendre toute l'histoire dans un instant. Il a participé à l'émission Tell a Story sur Coast to Coast AM. Il avait l'air épuisé, brisé, comme un homme ayant tout perdu. Cela se produit en quelques secondes.
Je comprends. À ce moment-là, je me suis précipité en avant. Et je ne sais pas d'où venait cette logique. Je ne sais pas. Il n'y avait aucune réflexion préalable. J'ai littéralement frappé avec ceci. J'ai frappé la créature. Il a diffusé l'enregistrement audio de la créature criant. Les auditeurs ont entendu ce tri aigu percer les parasites, le cri d'un être d'un autre monde, depuis l'intérieur d'un congélateur. L'histoire de Jonathan Reed divise. Des sceptiques affirment que l'extraterrestre était une poupée en caoutchouc, la vidéo une marionnette, et que Reed cherchait à vendre un livre en escroc. Il précise que ces références sont invérifiables et que le site du crash ni d'autres preuves n'ont été retrouvées. Mais les détails sont quand même troublants. La violence de la rencontre, Suzy détruite en quelques secondes, réduite en poussière par une entité plus rapide que les réflexes humains. L'odeur particulière de la créature, cette signature chimique d'ozone et de soufre, les hurlements télépathiques que Reed a décrits avec la détresse d'un homme incapable de les faire cesser. Ajoutez à cela la vidéo. Si la vidéo est truquée, c'est un chef-d'œuvre. La créature respire, sa poitrine se soulève et s'abaisse selon un rythme irrégulier. Ses yeux sont humides, captant la lumière comme le ferait un tissu vivant. Quand elle cligne des yeux, le mouvement est irrégulier, non pas synchronisé comme une marionnette mécanique, mais imparfait et organique, comme de vraies paupières. En 1996, ce genre d'effets spéciaux pratiques aurait nécessité un studio professionnel. Jonathan Reed était psychologue, pas un artiste des effets spéciaux. Il n'avait ni expérience en cinéma, ni accès à du matériel hollywoodien, ni raison claire de ruiner sa vie pour un canular. Parce que sa vie a été détruite, Reed a passé des années à se cacher. Il a perdu sa carrière, sa maison, son identité. Il est devenu une voix paranoïaque à la radio nocturne, diffusant des enregistrements jugés fantaisistes. Les imposteurs profitent généralement de leur vie. Reed n'est jamais devenu riche, jamais devenu célèbre. Il a été effacé. Le congélateur distingue cette histoire des autres rencontres extraterrestres. Il ancre l'horreur cosmique dans la vie quotidienne. Nos congélateurs débordent de glace, de légumes surgelés et de restes oubliés. Jonathan Reed cachait un extraterrestre guérisseur chez lui, coincé entre petits pois surgelés et bacs à glaçons. Il dormait dans la pièce voisine, tandis qu'un être d'un autre monde se réparait dans le froid et l'obscurité. Il l'entendait hurler dans sa tête. Chaque matin, il devait passer devant ce congélateur pour se faire son café. Voilà l'horreur de l'histoire de Jonathan Reed. Les conséquences. Prendre conscience d'avoir rapporté chez soi quelque chose d'inexplicable, incontrôlable et à cacher aux autres. La frontière entre une vie normale et un cauchemar cosmique est aussi fine qu'une porte de congélateur. Alors la prochaine fois que vous partez en randonnée et que votre chien court dans les broussailles, réfléchissez à 2 fois avant de le suivre. Dans les bois, certaines choses veulent rester cachées. Si vous les brisez, vous devez les garder.